Voilà, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes là jusqu'à 14 h aujourd'hui. Et on aura le plaisir de revoir Madame Régine Saint-Maximin. Rebonjour, Madame Saint-Maximin. Rebonjour. Aujourd'hui, elle va parler tout à l'heure du télé. De la téléassistance. La téléassistance, c'est important. Dans un instant, on va entrer en contact avec Benzo. Benzo, pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est le décès de Madame Sylviane Telchid. Et Benzo l'a bien connu, c'est mon capacité connu. Moi-même, je l'ai connu. Et c'est une grande personne des défenseuses, on va dire, de la langue créole. On va en discuter tout à l'heure. Arnel Cancel, Eliane, c'est la metteuse en scène de la pièce Gertier Archimède, pièce revue et corrigée, m'a-t-on dit. Ça va passer mercredi au Lamentin, on en parlera puisqu'elle sera notre invitée. Edith Willy sera aussi avec nous et puis on va terminer avec Nadine Rabin. Sur l'actualité au rassemblement pour Jean-Claude Clodo, c'était ce week-end, vendredi parti exactement sur la place de la Victoire, il y avait du monde. Lutte contre l'habitat indigne, Maxime Morel s'est rendu sur place, on va en parler aussi. La réunion de quartier de Petit-Bourg aussi, c'est une manifestation importante. Et puis des stands de sensibilisation à l'obésité, ça aussi c'est un gros problème chez les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes aussi. Il y a beaucoup de femmes obèses, elles mangent trop ou trop mal. On va en parler. Et il y avait un stand de sensibilisation ce week-end, une journée. L'inauguration, c'était vendredi, de l'usine de bio. Mais tout de suite, on va entrer en contact avec Benzo. Je vous l'ai dit, Sylviane Telchid, de 82 ans, qui a été professeure de langue guadeloupéenne pendant des années. Elle a été à l'origine de plein d'ouvrages sur sa langue natale, sur notre langue natale. Elle a été professeure au collège de Cap-Esther pendant des années. Elle était malade depuis quelques années. Et comme on dit, monter en fil à haut. Benzo, tu es bien connaître Telchid? Ah oui, on a dit bien même, parce que je travaillais avec un lot dans les années 84, à partir de 84, l'année animateur sur Radio Vélo. Ouais. Et on travaille aussi avec dans l'association CREI, l'Hector Poulet, le Snegabali, les Bérosport, tout ça. Et c'est avec Sylviane et Hector, moi, apprendre à marquer créole. Ouais. Pour savoir, répéter ça fort. Et ça, c'était, comme on a dit, c'était un poteau mi-temps, on met femme, comme on a dit, à dans travail. Il a fait, il a travaillé en lot à ces langues-là. Hein? En lot même. Et tout le monde Benzo, ça, on n'a pas parlé, mais comme nous, c'est propriétaire, nous marquer pour laisser trace pour d'autres après, pour les élèves d'outils. Nous marquer les outils. Et c'est pas qui est même, nous marquer. Comme à toutes les. Et parce qu'il y a là, entre les cas qui moins, capable de côté au moins 10-3 fois par mois, capable de côté. Et il y a un bon vite. Et bien sûr, ils vont dire ça. Il pas de faire bon canté, il pas de faire condition pour dire à quoi il faut parce que ça, c'est bon canté. Chaque monde a besoin de venir dans sa connaître pour sembler pour voir l'anglamonie. Et puis aussi, faut dire ça aussi, à Silarel, Lionage, même avec monde, c'est un monde qui était très gentil aussi. Ah oui, très gentil. À part tout le monde de cadre, oui, c'est une belle femme. Et en pareil, vous voyez, toujours sourire, bel sourire, toujours accueillant. Ah ouais, ok, c'est un plaisir de travailler avec. Alors, dis-moi, quand il était ces radio bien, parce que si réussi à faire, mais d'après moi, il était fait, tu traduis la Bible aussi, d'après moi, en langue là. Oui, en ça, il était attaqué, ça, mais pas rapide, c'était fini. Mais ça, il démontre, moi, il faut envoyer des camarades. Ça, il était fini, s'il continue. Alors, Benzo, obligé de poser une question là quand même. Sylviane Teni, 82 l'année, bon, il est plus grand que vous. C'est monde quand même on parle aussi là, on commence à travailler à ces langues-là. Ah ben, on se parle, mon grand parle même. Mais c'est qui, quand on a dit au monde bon matin, là, on a dit, quand on a dit à qui c'est maman, ma femme, mais qui dit maman, créole là même. Il pas que là, il travaille. Tout cas, travaille à toutes les. Et c'est qui apprend, moi, tout le gens, moi, on va passer en l'air, on va poser des questions, toutes les questions, en manquer comprendre, on a la langue là, on va poser ici, là, toujours là pour répondre. Bien.
Ben, de toute façon, on sait qu'il y a un grand veillé, on prévoit demain, il y avait un lot de témoignages, en cas supposé que là, bien évidemment, il y avait un lot de monde qui travaille dans l'arrêt de là, ça aussi. Et sans qu'à remarquer quand même, on a dit ça tout, quand on a dit en français, je dis ça, je n'ai rien dit. Alors, ni Papa Yaya, ni Sylvia, ni Hector Poulet, ni vous, tous ces gens qui ont fait ça, c'est que quand l'anglais c'est qui a fait ça, ils chouquaient alors. En tout cas, merci Benzo pour ce témoignage à ça. Et nous avons fait mon songer. Donc, demain, nous on veillé à partir de 6h, soit si on ne pas trompé moins, en bouc à pester. D'accord. Eh bien, nous avons dit merci. Et nous avons continué. Et nous avons revenir à la réalité, à l'actualité. L'actualité, eh bien, c'est donc. Toutes ces mesures en politique de l'autonomie des personnes âgées. On avait reçu Mme Maxime la semaine dernière. C'était pour les cuisines citoyennes, c'est bien ça? C'était pour l'aide ménagère de l'aide ménagère citoyenne, voilà. Et là, c'est la téléassistance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est d'abord pour la téléassistance pour les gens qui ne savent pas? Donc, la téléassistance est un dispositif qui permet d'aider à distance une personne âgée à domicile. Oui. D'accord, donc la personne est chez elle. Et donc, comment ça se passe? La personne porte en permanence un médaillon ou un bracelet. Ce médaillon ou ce bracelet communique avec une centrale en cas de problème, de besoin. Donc, la personne appuie sur un petit bouton et donc la centrale est alertée. Oui. D'accord. Au préalable, au moment de la constitution du dossier, la personne donc renseigne sur un référent à interpeller en cas de besoin. Donc, la téléassistance concerne, on va dire, les personnes isolées, mais je dirais pas qu'isolées, parce que ça peut être quelqu'un qui vit à domicile avec son fils, mais dans la journée, le fils travaille. Oui. D'accord? Donc, dans la journée, malheureusement aussi, peuvent se passer des choses. Donc, à ce moment-là, on interpelle si besoin. Donc, dans un premier temps, on essaie de communiquer avec la personne si elle peut répondre. Si elle peut répondre, est-ce que ça va? Asseyez-vous, vous pouvez boire un verre d'eau. Et en fonction, eh bien, on interpelle soit les pompiers, le SAMU, oui, ou le référent. Il n'y a pas d'âge particulier? Donc, il y a un âge, effectivement. Oui. Ce dispositif concerne les personnes âgées à partir de 60 ans. Oui. D'accord. Et comme c'est une aide sociale soumise à conditions de ressources. Oui. Il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser pour les personnes seules, 1 058 €. Et pour les personnes en couple, 1 642 €. Donc, pour un couple, chacun aura son médaillon. Oui. D'accord. Et pour en bénéficier, il faut donc avoir une ligne téléphonique chez soi. D'accord. Donc là, c'est... Pas de portable, c'est une ligne téléphonique. Non, ligne téléphonique fixe. D'accord. Pas de portable. Puisqu'il y a un boîtier, et oui, c'est via ce boîtier qu'on va pouvoir communiquer avec la personne âgée. Et donc, la demande, vous avez dit 60 ans, bon, problème au niveau de la ressource, etc. Mais alors, comment on fait la demande? Voilà. Donc, comment se constitue le dossier? Le dossier peut se constituer au centre communal d'action sociale de la commune de résidence du bénéficiaire, ou directement auprès du service de Mme Maxime, au conseil départemental. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est ce conseil qui s'occupe de la mise en place? Donc, ce n'est pas nous. Donc, il y a des prestataires dûment répertoriés par le service de l'aide sociale qui mettront en place ces prestations chez l'usager. Donc, en se rapprochant de nous, une fois que le dossier est validé, nous transmettons la liste des prestataires dûment répertoriés. L'usager fait son choix de prestataire. Il signe un contrat avec ce dernier, contrat ensuite qui nous sera transmis. Et de là, nous émettons une décision favorable si la personne répond aux critères et la prestation démarre. En sachant que oui, la prise en charge financière oui, est à 100% pour le conseil départemental. Mais alors, une personne qui a 60 ans, qui nous regarde, qui fait cette demande,
et qui obtient satisfaction, elle a droit à cette aide de téléassistance pendant combien d'années? Pendant 5 ans. Renouvelable tous les 5 ans. D'accord? Donc une décision a été mise pour 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. D'accord. Je pose quand même la question, est-ce que cette aide-là est cumulable avec l'autre dont on avait parlé? Alors, la téléassistance, c'est l'aide qui est cumulable avec toutes les autres aides. Avec l'aide ménagère, la garde itinérante de nuit qu'on verra une autre fois, mais elle est cumulable avec toutes les aides. Avec la part qui est connue, avec toutes les aides. Ah bon, et donc voilà, donc celle-là est cumulable. Pas d'incompatibilité. Voilà. Bon. Téléphone, comme toujours, le même, 99 99 60 0590 99 77 92. Et on tombe sur votre service directement. Et on tombe sur mon service directement et donc nous sommes. On ne parle pas encore de la garde de nuit. On ne parle pas encore de la garde de nuit. Ça viendra. Ça viendra. Bien. Madame Saint-Maximin, on vous remercie d'être venue. Merci. On rappelle donc que la téléassistance est pour les personnes âgées à partir de l'âge de 60 ans sous couvert de ressources et qui vous fait une demande donc au téléphone 99 78 72, c'est noté. Non, 99 77 92. Parce que là, on me donne 99, 78, 72. Non, 77, 92. C'est ma ligne directe. D'accord, c'est la ligne directe. Bien, ben, je vous remercie. Et voilà, il est déjà 12h44. On passe tout de suite à l'actualité. C'était vendredi dernier, vendredi soir, rassemblement pour Clodo sur la place de la Victoire. Vianney Valdir était sur place. Là, nous décidons de assembler pour demander justice, pour demander que le peuple Guadeloupe doubout et surtout pour revendiquer droit en nous. Parce que jeudi là, nous nions dignité et des fois on procurait qu'à demander un non-lieu à faire là ça, nous avons dit non. Donc jeudi là, la Guadeloupe là, la population là qui soutient nous pour dire non au non-lieu. Aujourd'hui, nous étions dans un devoir de mémoire pour que la justice puisse être rétablie. Malheureusement, nous faisons partie d'un peuple colonisé par un État qui est l'État français. Et nous avons conscience que notre situation de colonisé ne nous permet pas d'avoir une justice équitable. Et c'est ainsi que depuis des années, nous voyons tuer nos pères, nos frères, notre jeunesse, nos grands-parents. Il n'y a pas de critère d'âge, il y a juste, on va dire, l'image de l'homme noir. Critères de peau, critères d'identité afro-descendante. Nous ne pouvons pas accepter non-lieu là ça. Aujourd'hui, l'avocat nous parle, l'avocat nous met en avant en lot incohérence dans le dossier là ça. Nous avons dit que ces gens d'Abla a menti. Nous avons dit que aujourd'hui là c'est des gens d'Abla charlier et boyer. Ils vont continuer à vivre vie tranquillement. Pendant que nous allons mettre vie en nous entre parenthèses. Nous avons qu'aujourd'hui nous obligés de faire manifestation pour demander justice. Alors que tout le monde voit qu'il a fait une vidéo là. Alors nous trouvons ça pas normal. À un pays de droit, à une démocratie, c'est pas normal qu'il y ait une vidéo que tout le monde voit là, qu'il y ait à minima un procès pour nous demander explication. Aujourd'hui, c'est Claude Jean-Pierre. Demain, ça peut être mon père, mon frère et pourquoi pas ma mère. Donc, le devoir de mémoire que nous avons fait aujourd'hui, nous avons rendu hommage à Claude Jean-Pierre dans l'espoir de rétablir une justice dans ce pays de Guadeloupe. À cirer pas peut-être. Il serait juste que le peuple de Guadeloupe se lève enfin pour dire stop au massacre, à l'assassinat. Nous remercions de force, de courage, parce que c'est ça qui a fait nous tienne depuis 2 ans et demi. Si pas tout ça, nous allons nous faire, nous pas pour nous. Nous sommes des gens qui ont mené un combat, mais tout seul nous pouvons changer les choses. Et donc c'est ensemble, là nous faire masse. Là nous ensemble, que nous pouvons peser et que nous pouvons faire nous respecter nous. Donc nous voulons faire nous respecter nous, nous disons honneur en nous, dignité en nous. Trop longtemps, nous avons fait nous subir tribulation, nous ponter au non-lieu et à dans affaire à Clodo, péquer nos lieux. Nous avons mobilisé nous avons fait appel à Pep Guadeloupe, nous avons fait appel à tout le monde qui peut bailler en force en Jean Ayo pour nous dire non au non-lieu et pour nous procès à Clodo pour ces gens-là répondre des actes à eux.
Oui, nous avons l'occasion de dire ça en l'eau fois. Est-ce que la Guadeloupe est un pays de non-lieu, non-lieu pour chlordécone, non-lieu pour toute meute que le système colonial a déjà fait un pays en nous depuis non. Il a fait au Clodo, bien sûr, occasion encore une fois pour montrer que justice n'a pas qu'à fonctionner en pays colonisé et qu'il faut Guadeloupe continuer à mobiliser. Parce que ça qui arrive là, qui arrive vers ces gendarmes-là, ça peut arriver n'importe quel moment encore en Guadeloupe. Et il faut Guadeloupe monter au véatif et là où vont les gendarmes savent exactement qui ont encore fonctionné par rapport à parce que c'est ici, ils ont dégainer dans l'air et là regardez ben on va être là et au moins et après ils ont laissé traverser. Voilà, nous continuons notre tour de l'actualité. La lutte contre l'habitat indigne, ben c'est une vraie préoccupation parce que dans certains quartiers de la Guadeloupe encore de Pointe-à-Pitre même et pas seulement, il y a des habitats, des maisons qui sont vraiment pas dignes d'y habiter malheureusement pour des raisons que vous connaissez, la misère, la précarité. Il y a des Guadeloupéens qui vivent dans des véritables taudis et pas seulement des Guadeloupéens, aussi des peuples haïtiens et dominicains qui partagent ce genre de domicile. Donc il y a eu un combat depuis plusieurs années un peu partout dans cette région, Pointe-à-Pitre, Abim, Gouzier, pour tirer ces qualités à ça. Est-ce que nous avons réussi? Eh bien, question qu'a posée mon reportage Maxime Morel. Le but de la séquence d'aujourd'hui, c'est de relancer ce comité de pilotage du pôle avec les partenaires de la justice, de l'ARS et de la préfecture, les services de l'État, avec l'ADA, l'ARS, et voilà, donc et avec les élus surtout du territoire, qui sont les premiers acteurs en matière de repérage des situations d'habitat indigne. En Guadeloupe, le taux d'habitat indigne est quand même assez important, hein, puisque je pense qu'on est au-dessus de 10% des résidences principales qui sont affectées par cet habitat indigne. Voilà, et donc à ce titre-là, il y a beaucoup de travail. Il y a 10 000 logements potentiellement indignes sur le territoire et donc il convient d'y apporter une solution et donc de proposer des solutions de relogement à ces ménages via des opérations de résorption de l'habitat insalubre. Pour mettre en œuvre ces actions, il y a des moyens financiers au titre de la ligne budgétaire unique au niveau des crédits de l'État et on conventionne avec les collectivités qui s'appuient sur des SEM d'aménagement, donc un concessionnaire pour porter l'opération, accompagner les ménages dans les opérations de relogement et de reconstruction de leur logement. On peut mettre en œuvre le pouvoir d'action des maires ou des présidents de PCI et du préfet, voilà, sur différentes procédures pour prendre des arrêtés, prescrire des travaux et obliger les propriétaires à réaliser les travaux tout en protégeant le droit des occupants. Voilà, c'est ça qui est important. Donc ces procédures permettent effectivement aux ménages de réintégrer ensuite leur logement en étant dans un logement digne et décent. Voilà, une lutte normale contre ce type d'habitat qu'on souhaite voir disparaître dans notre pays. Une réunion de quartier, c'était aussi ce week-end à Petit Bout. Et là, dans cette commune, on essaie d'informer les citoyens de ce qui se passe, la façon dont la municipalité entretient ses rapports avec ses concitoyens. Reportage Olivier Morandel. On a recommencé un cycle de rencontres avec notre population. On l'a fait dans le quartier d'Arnouville, on l'a fait dans le quartier de Poirier, puisque nous avions des projets à présenter, des projets pour rénover certains quartiers, rénover certains équipements, faire de sorte qu'ils soient plus adaptés aux besoins actuels de notre population. Et sur les secteurs d'Arnouville et du Bourg, nous voulons notamment présenter le dispositif pour la gestion des sargasses que nous présentons, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer d'autres sujets qui sont importants pour notre population. En l'occurrence, ce soir, nous discutons particulièrement des questions relatives à la gestion, au matériel nécessaire, aux accords que nous trouvons aussi avec des partenaires tels que l'État, la région, le département, pour pouvoir réussir une gestion des sargasses, parce qu'on nous prévoit déjà de gros arrivages et donc nous ne pouvons rester impuissants face à cela. Nous savons que nous ne pouvons pas agir tout seuls, nous ne pouvons pas financer tout seuls. Il était important pour nous de dire à notre population à quel point nous en sommes et que nos travaux se poursuivent avec l'État, avec le département, avec la région Guadeloupe. Je pense que c'est important de pouvoir dire ce que l'on vit au quotidien et puis de voir avec les élus ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça qu'on est venu ce soir. Là, on a eu un début de réponse.
Je pense qu'il y a des choses encore à affiner pour permettre que tout le monde puisse en profiter et puis que la nuisance s'arrête. Ce que je pense, c'est l'initiative qu'ils prennent et le challenge qu'ils lancent, parce que bon, c'est vraiment pas un petit challenge et on va voir ce que ça fait au niveau du gouvernement. Est-ce qu'ils vont suivre vraiment? Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment faire des sacrifices pour atteindre les objectifs au niveau de la Sargasses et pour les habitants, pour avoir un peu de paix à ce niveau-là. Bien entendu, nous sommes toujours interrogés sur la question de la gestion des déchets, la collecte des encombrants, la collecte des ordures ménagères. Ce sont des sujets qui concernent le quotidien de nos concitoyens et nous comprenons aisément que ce qui gêne leur quotidien soit évoqué à ces questions-là. Bien entendu, nous ferons le point aussi avec le partenaire qui est la communauté d'Aglo pour que les services soient améliorés et que nos populations ne soient pas autant impactées à la fois d'une part par les sargasses, mais aussi des questions de déchets. La prochaine réunion, elle aura lieu à Grande-Savane. Effectivement, et un certain nombre de problèmes qui se posent, surtout dans la région de Petit-Bourg, au regard on peut dire, ce qui fait face à la mer. Et certaines maisons méritent d'être déplacées, sinon abandonnées, parce qu'en cas de séisme ou même en cas de retour violent, comme on dit, de la mer, quoi que ça cyclone, tempête, etc., ces maisons-là sont souvent discutées. Voilà, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Bonjour, on va recevoir des autres femmes, l'une qui va nous parler de théâtre. Bonjour Madame Cancel. Bonjour Monsieur Zantonis, bonjour aux téléspectateurs. Oui, et on va recevoir Maïté. Bonjour, Danique Zantonis, bonjour à tout le monde. Elle va nous parler, c'est du carreau, c'est ça? Du centre carreau. Du centre carreau, puis il y a une réunion importante ce soir. Exactement. Je sais, j'ai eu l'occasion de recevoir 2 personnes du carreau ici, et je sais l'importance. Alors 2 petits mots rapidement avant de parler de théâtre, quand même du carreau. Oui, alors tout à fait. Le centre carreau, c'est le centre de l'OADAC. L'OADAC, oui. C'est l'organisme pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe. Donc ce centre d'arbitrage régional OADAC s'inscrit vraiment dans la phase opérationnelle en fait du projet OADAC, qui est un projet global d'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe. Et il est porté donc par un projet Interreg, dont le chef de file est la CCI des îles de Guadeloupe. Et son objectif, c'est de pouvoir accompagner les porteurs de projets, mais aussi que ce soit des chefs d'entreprise ou des associations, sur des projets de coopération dans la région, puisqu'on sait que notre région Caraïbe est constituée par différentes îles qui ont toutes des fonctionnements. Des juridictions différentes. Tout à fait, des juridictions différentes. Donc l'objectif, c'est d'harmoniser tout ça pour permettre de créer des liens fructueux, mais surtout apaisés. Voilà, oui. Pour ne pas arriver à un moment donné à des conflits, parce qu'ils font de l'arbitrage, mais préparer en amont justement les documents qui permettent à un chef d'entreprise qui souhaite collaborer, s'exporter dans la Caraïbe, de pouvoir développer son entreprise, on va dire, sur des bases solides d'un point de vue juridique. Et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on pense ça après. En général, on est plutôt dans des missions de prospection, on fait des relations, on est OK. Qui peuvent se poser quand on est mal payé ou qu'on n'a pas les moyens de faire une convention avec un organisme de la Caraïbe. Tout à fait. Oui. Et ce centre d'arbitrage régional OADAC, donc le centre CARO, est là pour ça, et on a le privilège qu'il soit situé en Guadeloupe. Donc ça, c'est vraiment... Donc c'est à la Tour Cécile, si je me trompe. À la Tour Cécile, en plein Pointe-à-Pitre. Oui. Donc c'est vraiment une organisation, une association qui est disponible pour toutes les personnes donc, qui ont des questions à se poser, puisqu'effectivement, les axes de développement sont la facilitation, la médiation, l'expertise, l'arbitrage, on l'a dit tout à l'heure, mais ça vient vraiment à la fin. Et puis, il y a des services combinés de formation, d'accompagnement, etc. Donc, c'est vraiment un projet qui devrait être aujourd'hui, que tous les chefs d'entreprise devraient connaître, en tout cas quand on a un projet et qui pourrait s'ouvrir sur notre région caribéenne. Et donc ce soir à 18h à Wawa, qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors ce soir, donc c'est un grand rendez-vous parce que le centre CARO donc fait son bilan et ses perspectives pour les années à venir. Donc en plus, donc c'est à partir de 17h à l'Arawak. On a la présence exceptionnelle du docteur Dicdactus Jules, qui est donc le directeur général de l'EOCO, qui sera présent. On aura aussi, donc on a eu les confirmations de Monsieur Francis Etienne, qui est ambassadeur de France auprès des États membres de l'EOCO
BCEAO et de la Barbade, et également l'ambassadeur monsieur Roland Dubertrand, qui est ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone atlantique. Donc c'est une grosse soirée parce que c'est important. Aujourd'hui, le Centre Caro, donc, comme je l'ai dit, donc son chef de file, c'est la CCI des îles de Guadeloupe. Donc il est soutenu par un projet Interreg et par l'Union européenne et ACP Légal. Et on a besoin de cet organisme et l'objectif, c'est de montrer tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et que ce besoin puisse continuer dans les années à venir auprès donc, du chef de file, auprès des financeurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour notre développement et notre intégration également au sein de notre grande région caribéenne. Bien. Le rendez-vous est pris ce soir à 17h30, c'est ça? Voilà, ce soir, c'est à partir de 17h jusqu'à 21h. Donc, jusqu'à 21h quand même? Oui, jusqu'à 21h, parce qu'il y a vraiment une soirée, donc il y aura des rétrospectives, il y aura aussi des grands témoins, et puis voilà, des échanges autour d'un cocktail. Donc c'est vrai que c'est un rendez-vous qui est adressé plus particulièrement donc, aux partenaires, mais s'il y a des personnes qui éventuellement sont en train de porter un projet ouvert sur la Caraïbe, qui peuvent nous contacter. Donc au 06 90 99 43 66, voilà, pour pouvoir assister donc à cette belle rencontre. Je rappelle aussi, alors c'est vrai que Marie-Camille Piton était donc attendue avec vous, Danick. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans tout événementiel, il y a toujours des imprévus, donc elle s'excuse. Donc c'est la secrétaire générale du Centre Caro, et donc elle s'excuse, elle est en pleine préparative. Donc c'est pour ça qu'en tant que chargée des relations presse et relations publiques, voilà. Je représente le Centre Caro et vraiment l'objectif, le message qu'il y a à faire passer, puisqu'on aura l'occasion de revenir justement pour parler de tout cela. C'est un petit peu compliqué dans les termes, mais tout à l'heure vous allez recevoir Madame Cancel qui est dans la culture. On ne va pas forcément associer la culture avec le droit, on ne va pas associer l'environnement avec le droit. Or, le droit est transversal et il est nécessaire. Si Madame Cancel veut faire une tournée demain à la Barbade, eh bien elle a besoin d'un contrat et le Centre Caro sera justement peut-être l'interlocuteur qui lui permettra d'avoir une visibilité de ce qu'il faut faire pour faire un contrat en bonne et due forme. Elle a fait la transition, voilà. J'ai même pas besoin de faire la transition. Tout à fait. Madame, bonjour, Madame Eliane Cancel, bonjour. Alors, c'est Gertie Archimède, l'ami du peuple, c'est une pièce que vous avez montée il y a déjà 4 ans? 2 ans. 2 ans déjà. La pandémie a stoppé. Eh bien, la pièce Gertie Archimède, l'ami du peuple, revient. Elle revient au devant de la scène, oui. C'est le cas de le dire. C'est la combienième déjà représentation? Oh, peut-être 12e. 12e déjà? Oui, elle a clôturé l'année Gertie Archimède, initiée par la région, au Memorial Act en janvier 2020. Et puis elle a tourné déjà à Basse-Terre, enfin dans les salles capables de la recevoir. Oui, on a vu à Félix Poteau, on a vu à Basse-Terre, et ça va continuer. Sonis dernièrement, où elle a reçu vraiment un standing ovation de tout le public. Et c'est pour ça que nous revenons, parce qu'elle est très demandée. Comment ne pas parler de cette femme, de cette figure historique qui a tant fait pour la Guadeloupe, pour les départements d'outre-mer, et singulièrement pour les femmes. Elle a changé la condition, l'avenir de la femme guadeloupéenne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On lui doit beaucoup. Elle avait un mandat parlementaire, la sécurité sociale, les 40%, la retraite aux vieux travailleurs, elle s'est occupée des démunis. Et l'Union des femmes aussi. Oh là là. Elle a créé l'UFG avec Mme Tarère et les autres. Voilà, en 58. Cette femme, on ne peut pas ne pas en parler. Et son histoire. Voyez-vous, on sait d'elle qu'elle est la première avocate, la première députée, la première... Mais comment a-t-elle fait pour devenir Gertie Archimède, la première des premières? Eh bien, c'est ça. La pièce relate toute sa vie, sa lutte, son combat dans cette société patriarcale des années 30, face à son père, qui était maire de Mandalo pendant au moins 36 ans. Eh bien, c'est ce qu'on montre. Et il y a vraiment un homme politique, que je ne vais pas nommer, qui a dit « Ouais, je connaissais Gertie, mais je ne connaissais pas tout ça de sa vie. » Parce qu'il est venu voir la pièce. Une question à M. Danick. Vous êtes venu voir la pièce? Pardon? Vous êtes déjà venu voir la pièce? Je parle doucement parce que j'ai pas envie. Est-ce que vous êtes déjà venu voir cette pièce? Je l'ai vu à Basse-Terre. Vous avez vu à Basse-Terre. Alors, vous pouvez en parler. Quel accueil le public en a fait? Oui, les gens étaient très contents, d'autant plus que vous savez que Gertie Archimède était très présente à Basse-Terre. Sa statue prône sous le boulevard. Sa statue sous le boulevard faite par Michel Chevry, qui a été stagiaire chez elle. C'était le modèle de Mme Michel Chevry. Alors justement, je voulais poser une question.
la pièce revient. Alors, on m'a dit qu'il y a quand même quelques petits changements. Oui, vous savez qu'une pièce, c'est comme un bon vin, n'est-ce pas? En vieillissant. Voilà. Non, il y a toujours... Une pièce n'est jamais rejouée pareillement. Non. Les comédiens pourront vous le dire. Donc, il y a du nouveau. Voilà, donc ceux qui ont déjà vu, si vous voulez revenir, vous serez les bienvenus. On verra le nouveau, ceux qui le nouveau. Oui, on verra. Enfin, j'espère. Oui. Parce qu'il y a tant, on dit tant de choses dans cette pièce que... Deux petits mots sur les comédiens quand même. Oui, alors j'ai toute une équipe avec moi. Alors, ce sont des gens qui aiment le théâtre. Ils ne sont pas tous professionnels. Bon, on a... Aline Mugerin, qu'on ne présente plus, qui est souvent chez vous, n'est-ce pas? Gabriel Mugerin, le seul homme de la pièce qui joue le rôle du père de Gerty et qui représente cette société patriarcale de l'époque. Alors, nous avons aussi Marie-Laure Mouda, qui interprète Gerty jeune, dans sa jeunesse. Nous avons aussi Gladys Yard, Sarah Rinaldo, Ruth Terrine, Didier Père-Jean Fléchaud, bon, je dois parce qu'il y a plein de gens, Olga Madelon, Nadia Elie, nous avons, je veux aussi nommer nos régisseurs de plateau, Michael Soliman, Ulrich Félixian, Charlie Béhari. Enfin, nous avons toute une équipe. Et puis, il y a Véronique Kellery Selbonne, qui est vraiment dans la communication, les images et tout, de la pièce, parce qu'il y a des images authentiques. Aussi, vous savez que quand je parle d'images de Gerty, il y en a très peu. Voilà une femme qui a tant fait pour les départements d'outre-mer, pas seulement la Guadeloupe. Elle a défendu les 16 de Basse-Pointe. Elle a défendu Angela Davis. En Afrique aussi, elle est partie aussi en Afrique défendre les femmes. Elle a même été demandée en mariage par un dignitaire africain, mais elle a refusé parce qu'elle a dit « il faut que je revienne pour m'occuper de mon peuple, pour m'occuper des femmes ». Et voilà, on le sait, cette femme s'est sacrifiée, elle s'est donnée pour la Guadeloupe. Et je pense qu'elle n'est pas assez connue. Peut-être que les anciens la connaissent. On voit sa statue sous le boulevard, on voit son buste à Morne-à-l'Eau. Mais les jeunes ne connaissent pas. Ces jeunes femmes peuvent être aujourd'hui chefs d'entreprise, peuvent être docteurs, ministres, etc. C'est grâce à Gerty Archimède qui a ouvert la voie. C'est vrai. Parce que les femmes n'avaient presque aucun droit. Elles ne pouvaient rien faire sans l'autorisation de leur mari avant. Oui. Alors, vous avez écrit cette pièce en vous basant sur deux ouvrages à peu près. Ah oui, alors je dois le dire. Oui, je dois le dire. C'est une adaptation du livre de Madame Lucie Julia, qui pratiquement a été élevée. C'est la fille adoptive de Madame Gerty Archimède. Et ça s'intitule Gerty, fleurs et perles de Guadeloupe, qu'on peut trouver en librairie. Et aussi de l'ouvrage, adaptation de l'ouvrage de Laurent Farouja. Et là, c'est une interview de Gerty. Donc, vers la fin, ce sont les paroles même de Gerty qui sont répétées. Oui. Voilà, donc avec ces deux ouvrages, et puis un peu d'apport historique. Je suis allé aux archives de Goubert, j'ai pris des choses, surtout pour l'époque. Comment vivaient les femmes, les conditions de vie de la femme après la guerre, c'était très difficile. Donc, je me suis inspiré de tous ces faits historiques aussi. Oui. Et donc, vous avez fait cette œuvre qui tourne. Alors, bon, vous avez cette pièce va être jouée le 8 mars à 20h au cimetière du Lamentin. Vous reviendrez à Félix Proto, j'imagine. Félix Proto, peut-être bien. Mais mon projet, c'est plutôt faire entrer Gerty Archimède à l'archipel. Elle le mérite bien. Oui. Donc, les contacts sont pris déjà? Oui, les contacts sont pris. Je n'ai pas encore de réponse. Mais cette femme qui siège sur le boulevard, elle n'est pas restée inactive. On la voit assise comme si elle se reposait. Oui. Elle est morte même d'épuisement. Vous savez qu'à Basse-Terre, elle a été maire à un moment donné. Oui. Quand j'allais jouer la pièce, j'ai joué 2 fois déjà à l'auditorium de Basse-Terre. Je demande, vous savez qui est Gerty Archimède? Ah ouais, c'était pas une avocate. Elle a été maire de Basse-Terre. Et c'est elle qu'on l'a appelée lors de l'affaire Skrinsky. C'est elle qui a pu désamorcer. Calmer c'était Gerty Archimède, cette maîtresse femme, qui, vous savez, elle a longtemps hésité à rejoindre un parti politique, parce que c'était une femme croyante. Elle le dit, elle avait même une sœur religieuse. Mais après la guerre, il y avait vraiment... La vie était tellement chère, surtout pour les femmes qui élevaient seules plusieurs enfants, sans aucune aide sociale. Donc, elle a rejoint les communistes qui étaient le plus proches de ses convictions. Ils étaient plus proches de ses convictions. Mais c'était une femme de foi, une femme courageuse, et je pense que nous devons, nous parents, en parler à nos enfants, nos petits-enfants. On va souvent chercher des gens ailleurs, mais nous avons des modèles, et Gerty Archimède en est un.
les jeunes femmes peuvent vraiment s'identifier à elle. Elle a vraiment lutté pour changer la condition et l'avenir de la femme guadeloupéenne. Avant, je viens d'avoir recevoir une très mauvaise nouvelle. Amélie Hernandez est décédée. J'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu ça en République dominicaine. Oui. Il était à l'époque s'occupait de l'eau en Guadeloupe. Alors j'ai envie de vous poser une question quand même. Après Gertie Archimède, puisque vous êtes une créatrice, c'est pas votre première pièce. Qu'est-ce qui est déjà dans les tuyaux? Ben écoutez, je pense à un autre personnage bien connu, je ne vais pas le nommer. Non, je ne le nommerai pas. Ah, vous ne nommerez pas. C'est un travail qui est en train de se faire et on verra bien. Sinon, incessamment, à la fin de l'année, enfin disons juin-juillet, l'année scolaire, disons, je suis sur une pièce, c'est l'œuvre de monsieur Gérard Christon. C'est une pièce qui parle de l'esclavage, de la période de l'esclavage, mais autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas bon pour revendiquer quoi que ce soit. Au contraire, disons qu'un an avant 1848, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, il y a des personnages qui se rassemblent. Alors, il y a des colons, des personnages, je dirais réduits en esclavage, je ne dirais pas esclaves, mais réduits en esclavage, métis et tout, pour un essai de vivre ensemble, même avant l'abolition. Hein. Alors, c'est une question qui est posée. Et cette pièce sera prête quand? Eh bien, en juin. En juin? En juin. Et nous avons donc... avec votre même équipe ou bien sûr? Non, avec une autre équipe parce que la pièce Gertie Archimède demande beaucoup. Et nous avons ce projet de jouer cette pièce en métropole. Pourquoi? Oui, je sais, vous m'aviez dit ça. Il y a une rue qui porte le nom de Gertie Archimède dans le 12e arrondissement. Et on ne connaît pas sa vie. Alors les gens qui disent j'habite rue Gertie Archimède, mais ah oui, première avocate, c'est écrit première députée. Et son combat, sa lutte pour devenir... Et je parlerai du livre de Madame Michelle Obama, Devenir Michelle Obama. C'est bien, mais je crois que devenir Gertie Archimède dans cette période... compliquée. Waouh, ça c'est quelque chose. Oui. Donc la pièce parle de la vie de Gertie Archimède, son enfance, sa famille et tout. Bon, alors rendez-vous donc mercredi 8 mars. Qui est la journée internationale des droits de la femme. Ça ne tombe pas par hasard. Pas par hasard. Oui. La date a été choisie. Je vous connais, je sais que ce n'est pas par hasard. Donc le rendez-vous est pris pour cette nouvelle première, le 8 mars. Et la suite, on attendra les dates. Oui, il y a d'autres dates, parce que les gens demandent. Par exemple, le 8, il y a tellement de manifestations. Elle a été jouée à Morne-à-l'Eau, cette pièce. Comment? Elle a été jouée à Morne-à-l'Eau. Elle n'a pas encore été jouée à Morne-à-l'Eau. Elle est demandée là. Ne pourra pas être jouée à Morne-à-l'eau, puisque c'est une pièce qui demande une structure d'accueil, pour le vue logistique. Oui, les lumières et tout. Mais nous pouvons quand même présenter un extrait. Enfin, nous sommes pour parler avec la municipalité de Morne-à-l'Eau. Et puis il y a une femme d'une certaine association qui m'a appelé tout à l'heure et qui aimerait aussi que nous fassions quelque chose ensemble. C'est noté. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, bon travail. Continuez à produire. Et peut-être que je dis ça parce qu'elle est là. Peut-être que le CEDAC sera intéressé par le tournage de la pièce, non? Il faudra demander à M. Claude Cavé, à toute l'association. Il y a un ami, voilà. De toute façon, je dois vous voir. Vous m'avez lancé, voilà, c'est bien ce que je pensais aussi. Une bourrée tout à l'heure. Oui. Voilà, il est déjà 13h16. On revient à l'actualité. Alors, je vous l'ai dit, le décès, on vient de l'apprendre d'Amélie Hernandez, en plein Mémé, qui a été président du SIAG pendant quelques années. Il y a eu des procès autour de sa présidence. Il vivait en République dominicaine et donc il vient de nous quitter. Alors, stand de sensibilisation à l'obésité. Je vous disais que dans notre pays, malheureusement, de plus en plus de jeunes enfants, mais aussi de jeunes femmes sont sujets à l'obésité et c'est une pathologie aujourd'hui pratiquement qui se développe parce que la malbouffe, comme on dit, trop de sucre, trop de sel, trop de graisse aussi dans notre pays depuis quelques années. Et curieusement, quand on regarde un petit peu la physionomie de la Guadeloupe d'il y a 30 ans, 30-40 ans, aujourd'hui on se rend compte bien évidemment que l'obésité a gagné beaucoup. Et donc, Vernier Valverde était à cette sensibilisation en espérant que les jeunes aujourd'hui feront un petit peu plus attention à ce qu'ils consomment. On regarde.
On est aujourd'hui à la manifestation qu'on a organisée pour sensibiliser le grand public sur la problématique de l'obésité. Donc on se trouve sur l'esplanade du port de Basse-Terre et sont présents les différents acteurs de la filière de soins obésité, que sont donc la clinique Centre médico-social PITA, le centre hospitalier Maurice Selbonne, l'association Agos, et puis également la Caisse nationale d'assurance maladie avec le programme Pralima-Pinest. On a la chance aussi d'accueillir d'autres personnes qui sont venues en soutien, donc notamment un coach sportif qui nous fait le plaisir d'animer une séance de Socafit qui s'est passée tout à l'heure, et une influenceuse, des faramineuses, qui va proposer et organiser un défilé de mode cet après-midi. C'est une maladie qui à la fois est visible mais en même temps mal connue, sur lesquelles il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues encore. Et c'est une maladie qui malheureusement est de plus en plus fréquente dans le monde, mais particulièrement dans notre département. Être en surpoids et en obésité, effectivement, ça crée des complications par la suite. Mais également, on essaie là de faire prendre conscience sur tous les gens que ce n'est pas juste un problème de poids, mais qu'il y a autre chose derrière. Donc les gens, ce sont des gens à part entière, donc on essaye de travailler sur toutes les sphères, aussi bien au niveau psychologique, la pression sociale, aussi bien au niveau diététique, l'activité sportive, etc. La définition de l'obésité, celle que donne l'Organisation mondiale de la santé, c'est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé. Donc ça correspond à un excès de masse grasse en fait. Donc c'est important de le rappeler. C'est pas forcément un excès de poids, c'est un excès de gras. Donc c'est pour ça que les indicateurs qu'on a, dans un premier temps, c'est l'indice de masse corporelle, qui est un calcul du poids rapporté à la taille au carré. Mais ça nous donne une idée. Et derrière ça, il va falloir aller plus loin pour confirmer effectivement que c'est une obésité. Parce qu'on peut avoir un IMC plus élevé que la norme et pas forcément avoir d'excès de gras. Je pense aux sportifs, par exemple, de haut niveau, qui peuvent avoir une masse musculaire importante. Voilà, ben, surveillez votre poids, surveillez votre alimentation. Deuxième pause, on s'arrête pour un moment. On va recevoir dans un instant Edith Evrilus et Nadine Rabin, avec elle on va terminer le ZCL News à tout de suite. Mais avant, on aura aussi les deux sujets de Maurice Cessé, qui était au Salon de l'Agriculture, Salon de l'Agriculture qui s'est terminé ce week-end. On revient là-dessus dans un instant, à tout de suite. On est revenu sur le plateau du ZCL News. On va recevoir deux femmes pour terminer. Madame Edith Evrilus, qu'on est content de revoir. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente de la commission des très petites entreprises des TPE de la CCI. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Edith, tu n'étais pas malade, non? C'est pas ça? Non, mais tu ne m'invites plus, Danick. Donc c'est pour cette raison que tu ne me vois pas. Bon, enfin bref. Et on va recevoir Nadine Rabin, qu'on avait déjà reçue. C'est une professeure de danse. Et cette fois-ci, elle a un truc particulier, les femmes en...
Femme créative. Femme créative, elle va nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Pour l'instant, on va retourner rapidement à Paris. C'était hier la fermeture du salon de l'agriculture. Et bien évidemment, notre correspondant là-bas à Paris, Maurice Cessé, était là. Il était au stand de la Guadeloupe, je crois. Non, de la Martinique cette fois-ci. On regarde. François Baret, le ministre, l'ancien ministre des Outre-mer qui sillonne ce rôle où se trouvent les régions d'Outre-mer. Cette balade vous rappelle plein de souvenirs, monsieur le ministre? Énormément de souvenirs, des souvenirs à la fois douloureux, puisque j'ai eu accompagné la Martinique dans l'immense douleur qui a endeuillé tant de familles martiniquaises avec l'accident de Maracaibo et en même temps énormément de partage, de relations humaines. J'ai conservé des amis, structuré dans le temps des fidélités. Et c'était pas envisageable pour moi d'être au salon de l'agriculture sans passer ici au stand de la Martinique et voir quelques amis ultramarins. J'ai beaucoup appris. J'en ai retenu énormément de leçons et j'y ai laissé une partie de mon cœur de responsable de serviteur de l'État au service des populations ultramarines que j'adore. Vous avez suivi, monsieur le ministre, en tant que conseiller ministre des Outre-mer, ce dossier du chlordécone qui concerne particulièrement les agriculteurs de la Guadeloupe, de la Martinique. J'ai vu la décision effectivement qui a été actée, j'ai vu les réactions qui d'un certain point de vue sont pleinement légitimes sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan sanitaire. Je vois aussi qu'il faut préparer l'avenir et l'avenir avec la possibilité de pouvoir produire en masse, en quantité pour garantir la souveraineté alimentaire de nos territoires ultramarins, des populations, mais aussi avec une valeur ajoutée qui justifie le choix des produits à l'exportation et donc de conquête. C'est là où il faut probablement quand même regarder le déséquilibre. Vous avez des pays en Europe, l'Allemagne et tous les autres qui utilisent des produits qui sont interdits en France. C'est vrai pour la métropole, c'est vrai pour l'outre-mer. Il y a quand même un problème et là il faut mener un combat aussi. Voilà, c'était donc ce reportage et puis on va terminer avec l'inauguration, c'était ce week-end, vendredi dernier, à Sainte-Rose, de l'usine de bio. Ça s'appelle WeView. Avec vous, on regarde. La particularité de cette usine, c'est qu'elle va permettre en fait à la population d'avoir des bouteilles pour le jus, l'eau, des contenants pour leurs épices ou pour le sucre ou pour de la confiture avec une fabrication locale de façon à ce qu'on puisse répondre localement à la demande des producteurs. Alors c'est une très belle innovation parce qu'elle a plusieurs particularités. Nos produits sont réutilisables, ils sont compostables et elles sont biodégradables. Et la bagasse de canne à sucre étant un déchet, elle va permettre effectivement de réutiliser un déchet pour créer un produit qui est juste magique et innovant, tout à fait. Alors ce n'est pas uniquement avec les déchets de la bagasse de canne à sucre, mais la bagasse de canne à sucre est l'élément majeur en fait du produit, de la conception du produit. Nous avons développé une unité de traitement, comme je vous l'ai dit, qui va traiter l'eau au niveau du point d'usage. Et nous avons différentes successions de filtres qui vont traiter et sécuriser l'eau, et puis une unité de reminéralisation au point d'usage qui va nous permettre d'avoir une eau saine et une eau reminéralisée que vous pouvez déguster. Donc aujourd'hui, nous avons un partenariat avec BioWithYou et c'est BioWithYou qui va commercialiser ces unités. Elles vont être mises à disposition des collectivités, des établissements recevant du public et également des entreprises où il y a beaucoup de passages, par exemple. Nous, avec nos unités, on peut produire entre 0,5 m3 et jusqu'à 10 m3. Donc vous voyez, c'est de 500 litres à 10 000 litres par heure. Après, ça sera en fonction des besoins de nos clients. L'objectif de l'entreprise, effectivement, c'est de développer les structures sur tout l'arc antillais. La première unité de production est en Guadeloupe. On a prévu pour 2025 la deuxième unité de production qui sera sur la Martinique. Sainte-Lucie, la Dominique sont en cours en ce moment de signature pour installer les usines de soufflerie. Voilà, le bio qui prend le dessus, c'est tant mieux. Alors, hésitez, Vinus, merci d'être avec nous, puisque demain, la journée internationale de la femme. Et comme, après-demain, mercredi, et comme chaque année, vous avez une manifestation. Oui, comme chaque année depuis 3 ans déjà, la Chambre de commerce fête les femmes et organise par le biais de la commission des très petites entreprises que je préside, organise la nocturne des femmes chefs d'entreprise. Et donc, cette année, le thème s'oriente vers les femmes en reconversion professionnelle, les femmes qui ont réussi leur reconversion. Parce que
souvent on oublie ce pan de l'économie, puisque quand une entreprise a déjà œuvré depuis un certain temps, ou alors quand une entreprise connaît des difficultés conjoncturelles, ou alors quand une entreprise, le chef d'entreprise, ça peut être un homme ou une femme, hein, parce que la reconversion n'est pas uniquement pour les femmes. Et quand quelqu'un décide de se reconvertir, c'est plusieurs choses. Soit cette personne a fait déjà le tour dans l'entreprise et elle trouve qu'elle n'utilise pas suffisamment son potentiel. Soit c'est un salarié qui a travaillé 10-15 ans dans une entreprise et se dit maintenant je vais oser parce que j'ai suffisamment d'expérience requise dans cette entreprise, et cette personne se reconvertit en devenant à son tour chef d'entreprise. Soit c'est quelqu'un qui n'a plus envie de continuer l'activité puisque cette activité perdurait depuis peut-être une vingtaine d'années et cette personne a envie d'utiliser son potentiel pour faire autre chose parce qu'elle estime être arrivée devant un mur. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on parle de reconversion. Et la reconversion, elle est réfléchie, il faut qu'elle soit réfléchie. Il faut aussi utiliser son potentiel pour organiser cette reconversion en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on a aimé, comme je le dis. Il faut utiliser son potentiel. Mais aussi, ce qui, quelquefois, bloque certaines femmes, c'est qu'elles ont peur des on-dit. Par exemple, quelqu'un qui veut se reconvertir dans un autre métier, elle va peut-être s'occuper du jugement de l'autre. Elle va peut-être s'occuper de Kayokaïdi. Elle va s'occuper... Alors que la reconversion, c'est peut-être là où il y a l'épanouissement de cette femme, l'épanouissement de cette personne. Puisque moi-même, je suis en reconversion professionnelle. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi ce thème pour mercredi soir, parce qu'il y aura pléthore de femmes dans cette manifestation. C'est aussi une manière de créer chez ces femmes l'envie d'avoir envie de se reconvertir si elles rencontrent des difficultés dans leur entreprise ou alors si elles ont envie d'utiliser leur potentiel. Mais aussi, je vais dire, quelquefois, pour une reconversion, ça peut paraître un peu compliqué et difficile parce qu'on ne sait pas si cette reconversion sera réussie. Et quelquefois, cette personne attend toujours l'impression de l'autre, l'impression du mari, l'impression de la famille. Mais je dis que cette personne ne se met pas en avant et ne se met pas en valeur pour se dire « moi, c'est ce que j'ai envie ». Puisque quand on arrive sur Terre, c'est pour se réaliser. C'est pas pour faire plaisir aux autres. Avant tout, c'est pour se réaliser. Et donc, c'est une manière de dire à certaines femmes, à certaines personnes ou à certains hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui viennent régulièrement dans cette manifestation-là. Voilà, vous avez rencontré une difficulté. C'est pas une fatalité, puisqu'un échec peut être reconsidéré comme une expérience. C'est utiliser ces expériences-là, utiliser votre potentiel pour que vous puissiez à nouveau vous réaliser. Ne vous occupez pas des jugements, disons dit. Faites ce que vous avez envie de faire. Utilisez votre potentiel. Alors, l'année dernière, je me souviens, il y avait Madame Moreno, il y avait une chanteuse aussi. Alors, qu'est-ce qui est prévu au programme cette année ? Alors, au programme cette année, c'est un programme totalement différent du premier programme et de la deuxième édition, pardon. Alors, cette année, nous aurons un monsieur qui viendra déclamer un poème pour les femmes. Ensuite, nous aurons une violoniste. Ensuite, nous aurons le professeur Pierre-Yves Chicot qui viendra mettre en lumière la reconversion féminine. Ensuite, nous aurons un jeune chef d'entreprise que nous allons présenter aux femmes qui a réussi dans ce qu'il fait. Ce sera la surprise. Et nous avons pensé à, comment il s'appelle déjà, à Moesta et Geoffroy. Donc, c'est eux qui vont animer puisque, bon, nous sommes en lâcher prise, bon, on aura travaillé pendant quelques mois, pendant quelques semaines, et là, ce sera un moment de convivialité, un moment de lâcher prise pour les chefs d'entreprise qui en ont besoin. Rendez-vous est pris 18h mercredi au World Trade Center. Je demande aux gens de venir dès 17h30. Oui.
puisque bon, la manifestation va commencer à 18h. Il y a beaucoup d'inscriptions déjà? Oui, il y a déjà des inscriptions. D'accord. Comme l'année dernière, je me souviens, la salle était pleine. Bien, je me tourne vers une autre dame qui est souriante. Je ne sais pas si vous serez là samedi, mercredi, non? Eh bien, écoutez, j'ai entendu parler de cet événement et j'aurais souhaité être là. Je termine, moi, un atelier à 18h. Donc, on verra. Vous avez le temps de venir en tout cas, c'est un atelier qui m'intéresse beaucoup. Bien. Alors, justement, vous êtes professeur de danse. Vous étiez venu ici il y a quelque temps pour la traversée. Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Je vais prendre le temps de saluer les auditeurs et les téléspectateurs du ZCL. Et je vous remercie de m'accueillir, effectivement, cette fois pour parler des créatives et en particulier d'une date, le 8 mars, une créative spéciale femmes, dédiée aux femmes dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Une créative pour elle à cette occasion. Voilà. Alors, découverte et les expressions corporelles dans ces femmes en créative. Alors, c'est quoi une femme en créative? Alors, c'est déjà un concept, les créatives, et je ne saurais pas parler des femmes en créative ou femmes en créative avant de parler de ce concept, qui est mon nouveau concept, qui constitue un parcours qui inclut la découverte, l'écriture, l'éloquence, pour aboutir à une expression corporelle qui soit propre, qui soit personnalisée aux participants, à l'adhérent. Et donc, voilà, c'est tout un parcours pour aboutir à l'expression corporelle. Je suis professeur de danse, mais j'aime davantage parler d'expression corporelle et on comprend très bien que la danse est un langage, la danse est une discipline artistique, mais elle permet vraiment de s'exprimer et c'est tout le travail que je fais, en tout cas avec mes adhérents. Donc, femmes en créative, eh bien, c'est un rendez-vous le 8 mars dédié aux femmes, un atelier pour cela et jeudi pour retrouver le goût d'être femme, entretenir en tout cas le goût d'être femme, ce symbole de beauté, d'élégance, de générosité, de courage aussi, de fierté et surtout aussi d'amour. Quand nous savons, alors j'ai envie de dire que nous vivons un déséquilibre social de plus en plus touchant, je pense que la femme, elle doit être revêtue de toutes ces armures pour pouvoir se positionner, ne pas perdre courage et continuer à avancer avec les atouts qui lui sont donnés. Tout à l'heure, Madame parlait beaucoup de potentiel et c'est un mot qui me parle et c'est aussi l'objet des créatives et ça sera aussi l'objet de cette créative impactée d'une façon ou d'une autre. Je souhaite vraiment que toutes les femmes ressortent enrichies de mots, d'une pensée, de quelque chose, d'une image qui les impactera et leur permettra de porter de bons fruits après. Mais en tout cas, vraiment les impacter. Le potentiel, c'est important. Pourquoi? Parce que libérer son potentiel, il me semble que c'est une clé d'épanouissement véritable et durable. Et c'est ça l'objectif des créatives. Alors pourquoi on dit que vous êtes une semeuse d'innovation? Alors, semeuse d'innovation parce que j'ai concouru l'an dernier à un concours initié par un grand groupe et j'ai présenté un projet dont l'intitulé est Gestuelle Art et Culture. Comme son nom l'indique, c'est un projet artistique et culturel, mais c'est un projet qui a pour but de porter des valeurs universelles qui garantissent un mieux vivre ensemble en tout lieu. Donc des valeurs de paix, de fraternité, de respect, d'intégrité, de justice et d'amour. Et voilà, ce projet s'est distingué et a fait de moi une semeuse d'innovation à ce concours. Et c'est le seul projet aussi qui a été retenu dans la catégorie culture. Donc j'en suis également fière. C'est un projet qui est en ingénierie culturelle en ce moment et dont on entendra parler, que j'aurai plaisir de revenir ici, en tout cas vous présenter, Monsieur Zandronis, et puis à toute notre population et au-delà. Et donc, l'atelier que vous organisez mercredi, il faut s'inscrire? Alors oui, l'atelier aura lieu à la médiathèque Roger Thompson qui se trouve à la Croix, oui, de 16h à 18h. Donc, il va falloir arriver un peu plus tôt pour pouvoir se mettre en place puisqu'il va commencer à 16h. Il y a un code couleur. Les femmes, je leur demande... Oui, un code couleur.
du noir avec une couleur éclatante. En tout cas, ça sera leur jour. Et puis voilà, il y a un tarif aussi. Les inscriptions se font au 06 90 54 81 10 par WhatsApp. N'hésitez pas à laisser un message. Ces inscriptions peuvent se faire aussi au 06 90 26 45 57. Voilà. Mais alors, une fois qu'on a fait cet atelier, après, quelle est la suite? Alors, écoutez, je suis à la médiathèque Roger Thompson les lundis, le mercredi et le samedi. Donc, voilà, on peut toujours m'appeler à ces deux numéros. Je répète, le 06 90 54 81 10 et le 26 45 57 pour avoir des informations. On peut se rapprocher de la médiathèque également pour avoir le planning de ces interventions. Et puis, je suis disponible aussi pour le département Guadeloupe. En tout cas, je remercie la médiathèque qui m'accueille à ces créneaux qui sont déjà arrêtés. Donc, merci à Madame Sériac, la directrice, et puis sa coordinatrice, Madame Corbeau. Et puis, merci également à Cap Excellence. Mais ce sont des ateliers qui peuvent se déplacer dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles. Voilà. Et vous avez dit que mercredi, quand vous avez terminé, vous filez chez World Trade Center pour trouver Madame Evrilus? C'est fort possible. C'est fort possible? Oui. Nous serons encore en tenue de danse, chorégraphe. Alors, d'une manière générale, je pose la question, la chorégraphie se porte bien? Parce que je sais que pendant la période pandémique, la plupart des ateliers de danse étaient fermés. Il y en a même qui n'ont jamais réouvert. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, vous avez posé la question de la chorégraphie. La chorégraphie, c'est un pan de l'activité. Oui. On est créatif, il reste toujours des professeurs et des danseurs qui sont créatifs et donc qui proposent des chorégraphies. Alors, pour le monde de l'art et au niveau de la danse, récemment, nous avons eu un événement à l'Archipel. Alors, c'est le monde, nous savons, culturel et artistique qui a été touché véritablement par la crise que nous avons traversée récemment. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le projet Gestuelle Art et Culture qui est en ingénierie culturelle en ce moment, parce que c'est un projet qui cible les établissements scolaires, et je prendrai le temps de revenir vous en donner plus de détails, mais qui cible également les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Et ça sera véritablement une relance aussi pour l'activité artistique et culturelle. Bien, c'est bien dit. Alors, je rappelle quand même avec Mme Evrilus, donc rendez-vous mercredi à partir de 17h30. C'est jusqu'à quelle heure à peu près? Ça va durer combien de temps? Monsieur Andronis, vous y étiez l'an dernier, donc oui. C'est une manifestation. Vous savez, on ne va pas faire une manifestation expéditive, c'est une manifestation pour les femmes chefs d'entreprise, pour les jeunes entrepreneurs, puisque j'avais oublié de vous dire, parmi ces femmes-là, nous avons trouvé une graine, une pépite. Donc, elle n'a que 20 ans. Et elle a créé une SARL. Comment elle s'appelle? Donc, je n'ai pas le nom en tête, mais vous allez venir et vous allez voir. Je vais la découvrir. Donc, ce sera notre pépite, ce sera la surprise de la soirée. Oui. C'est pour donner l'ambition ou alors pour créer l'envie chez les jeunes, pour dire si elle a réussi, parce qu'elle a multiplié beaucoup de petits boulots, beaucoup de petits boulets, parce qu'on n'a rien sans peine. Depuis l'âge de 17 ans, elle a commencé à travailler le terrain, parce qu'elle connaissait sûrement, elle savait ses objectifs. C'était d'être chef d'entreprise avant tout, et aussi elle sera primée parmi les femmes en reconversion. Donc j'invite, c'est pas une organisation, c'est pas une manifestation spécifique aux femmes seulement, puisque nous ne sommes pas sectaires, c'est une manifestation ouverte à tout le monde, donc j'invite un grand nombre d'y être à partir de 17h30. Bien, c'est noté. On prendra rendez-vous avec vous, puisqu'on va vous retrouver pour votre chronique en tant que thérapeute. Ce sera très prochainement. Voilà, il est pratiquement 13h51. On va rappeler qu'en début d'émission, on a salué la disparition de Sylviane Telcide. Sylviane Telcide, c'était une Guadeloupéenne qui a beaucoup donné,
pour développer la langue guadeloupéenne. Elle a été professeure au collège, à l'université. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Elle a collaboré au premier dictionnaire sur notre langue avec Hector Poulet dans les années 80. Elle a aussi été nominée, on peut le dire comme ça, puisqu'il y a une école, un collège à Cap-Esther-Bello qui s'appelle Sylviane Telchid. Elle vient de nous quitter à 82 ans. Demain, il y aura lieu une manifestation de souvenirs et de témoignages pour elle à Cap-Esther. Vous la connaissez ? Non, mais j'ai entendu parler, notamment sur un sujet très particulier. Je sais que Mme Telchid avait commencé à retranscrire la Bible, qui est un super ouvrage. Je sais qu'elle avait commencé ce travail-là, je me souviens. À ce travail. Puisque moi, j'ai travaillé avec elle. Voilà. Et puis, on a reçu aussi, alors c'est Benzo qui l'a connu, qui est capestérien, qui l'a connu, qui nous a dit comment Sylviane l'a beaucoup aidé, qui est intervenu tout à l'heure pour nous expliquer ça. On a reçu Mme Régine Saint-Maximin du conseil départemental pour parler de la téléassistance. C'est quelque chose de très important pour les femmes qui ont 60 ans, qui ont des difficultés, qui sont seules quelquefois et qui sont donc sujettes peut-être à des difficultés matérielles. Donc la téléassistance permet à vos mères, à vos grands-mères qui sont âgées d'être en contact régulier grâce à un petit objet qu'on leur donne et qui permet d'intervenir en référence s'il y a une difficulté. On a reçu aussi Mme Eliane Arnel-Cancel, qui est dramaturge, qui est metteur en scène d'une pièce sur Girty Archimède, qui sera jouée mercredi, après-demain, à l'occasion de la Journée de la Femme. Il y a beaucoup de choses qui se font ce jour-là. Ce sera au Ciné-Théâtre de Lamentin. Demain, on aura l'occasion de faire gagner des invitations pour cette pièce. Édité Willy est encore là et nous a parlé de cette manifestation, de la 3e édition, en tant que chef de la commission des TPE. Chaque année, on valorise les femmes, et pas que, puisqu'il y a aussi des hommes. Et elle nous a dit, Yoann Pépite, donc on va la découvrir mercredi. Nadine Rabin est venue nous parler des femmes en créative, pas créative, mais en créative. C'est un atelier qui aura lieu à la salle Thompson mercredi aussi. Mercredi, ça va être un petit peu chaud, on sera un peu partout, à droite, à gauche, au mi-temps, mais enfin bon, femme-flamme, c'est ça aussi mercredi. Et puis l'actualité, c'était la manifestation vendredi sur la place de la Victoire, en la mémoire de Clodo. Clodo, c'est ce Guadeloupéen qui a été assassiné, qui a été tué par des gendarmes il y a de cela 2 ans. Et au jour d'aujourd'hui, on parle de transfert de ce procès, qui n'a pas de procès justement, et qui est un non-lieu. Et le peuple ne l'accepte pas. Donc il y a une grosse manifestation qui s'est déroulée vendredi. Nous sommes allés à Petit-Bourg, une réunion de quartier. Il y avait une conférence au World Trade Center sur l'habitat indigne. Et puis, je l'ai dit, il y a une problématique qui se pose beaucoup pour les jeunes Guadeloupéens et aussi pour les jeunes femmes, c'est l'obésité. Et donc, il y avait une journée de sensibilisation sur l'obésité. On a entendu le docteur qui nous a dit comment on peut perdre du poids sans régime. Et nous avons conclu avec l'inauguration de l'usine bio qui s'est déroulée à Sainte-Rose. C'était ce week-end. Voilà, on vous a tout dit. On vous remercie, Mme Evrilus. On vous remercie, Mme Rabin. Merci de m'avoir accueilli. Et puis, je dis que... On vous reverra pour votre projet, de toute manière. Oui. Et déjà le 8, la Guadeloupe, la société a besoin de ces femmes rafraîchies et florissantes. Donc, je les attends pour pouvoir passer ce moment. Voilà, les femmes-flammes. Oui, les femmes-flammes, oui, femmes-flammes, c'est l'âme de la Guadeloupe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par notre ami Jordan avec son assistante Talina de Marie-Galante comme Mme Evrilus. Et donc, nous, on termine. On se retrouve demain. Demain, ce sera une journée un petit peu particulière. On en parlera.